Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve comme chaque soir pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc, en live sur votre télé, sur votre smartphone, sur votre tablette, grâce à nos réseaux sociaux. D'ailleurs, comme chaque soir, n'hésitez pas à réagir, à questionner ou à commenter les passages des invités grâce au hashtag Accès Direct. Et ce soir, au programme, on va parler de culture, ou plutôt des cultures, puisqu'on va commencer avec la culture connectée, qui tente malgré tout de garder les pieds sur terre en rassemblant des Instagrammeurs pour une aventure bel et bien réelle. C'est le but en tout cas de l'association The French Outdoors qui seront nos invités. La culture littéraire aura également sa part belle dans cette émission avec Catherine Munier, gérante de la librairie Imaginaire, qui nous rejoindra. Enfin, il sera question de culture musicale, car oui, la période des festivals commence à peine. Et à ce sujet, DJ Ralph et Seb Courage seront avec nous sur ce plateau. Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. On commence comme chaque soir avec les titres de l'actu qui seront développés d'ici une petite demi-heure. Avec ceci ce soir, bonsoir Clémence. Bonsoir Manu. Et avec toi ce soir, on va parler du Conseil général des jeunes. Oui, puisque c'est la fin de mandat pour 34 jeunes collégiens élus donc du Conseil départemental de Chambéry. Premier bilan donc d'une année passée et place à l'année à venir. Inès Guillemot les a suivis pour leur dernière séance plénière. Et des jeunes pousses au château de Menton. Des jeunes pousses, alors ils ne sont pas collégiens mais lycéens, eux, cette fois-ci. Ils se sont harnachés, donc, comme on le voit, aux pentes du château de Menton-Saint-Bernard pour y planter des arbres fruitiers. Rencontre avec des élèves du Centre de formation des métiers de la montagne de Thônes. On a hâte de voir ça, point complet, 18h30 dans le journal télévisé. Mais avant cela, comme je te tiens, on enchaîne avec la revue de presse. Et toi, ce soir, tu vas nous parler d'une épicerie solidaire. Oui, exactement. Une nouvelle épicerie solidaire. Ce sont les habitants de Ruffieux et des alentours qui n'auront plus besoin de faire des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en produits bio et locaux. C'est donc une nouvelle épicerie solidaire qui a ouvert ses portes ce mercredi, aujourd'hui. Ça s'appelle le comptoir de Chautagne et c'est un projet qui a été porté par donc une vingtaine d'habitants de Ruffieux. L'objectif, c'était d'arrêter de faire beaucoup de kilomètres pour aller chercher ses fruits et légumes ou autres aliments chez des producteurs locaux. On lit sur l'article de France Bleu que certains on faisait jusqu'à 25 km quand même pour faire le tour des producteurs locaux. C'est pas négligeable. Une aide de 30 millions d'euros de France Active Savoie-Mont-Blanc et un prêt de 30 000 euros ont été, 30 000 euros aussi pour France Active Savoie-Mont-Blanc et pour une banque privée ont été nécessaires pour mener à bien ce projet, exactement. On y trouve alors de tout là-bas, des fruits, des légumes, de la viande, des produits frais, du vrac bien évidemment, et même du papier toilette, c'est ce qu'on lit dans l'article. Le dernier objectif pour ces bénévoles, c'est tout simplement de laisser petit à petit la place aux deux vendeuses qui sont en place pour qu'elles deviennent les auto-entrepreneuses de cette nouvelle épicerie. Un beau projet, peut-être un petit coup de reportage dans le JT, hein? Peut-être, pourquoi pas. Qui sait pas. Une belle histoire d'amour pour continuer. Oui, une belle histoire. C'est une vraie fleur bleue. Exactement. Tu vois, j'ai même mis mon t-shirt avec mon petit cœur sur la poitrine. Alors, 75 ans après, l'amour dure toujours. Il s'agit d'un article de l'Essor savoyard qui reprend en fait un sujet qui a été fait par des journalistes de France 2. Alors voilà l'histoire. Lui est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Elle, c'était une jeune fille de 18 ans à l'époque de Meurthe-et-Moselle. Ils ont été amoureux le temps de quelques mois et puis séparés par la guerre, le front de l'Est à ce moment-là, puisque lui a été rappelé, et par la vie. Ils se retrouvent 75 ans plus tard. Tous les deux donc, sont veufs déjà une fois. Et ils se retrouvent sous les caméras de nos confrères donc, de France 2. Alors les retrouvailles, tu t'en doutes Manu, sont très très émouvantes. Et ils ne s'étaient pas oubliés tous les deux. Lui avait toujours gardé par exemple une photo d'elle près de lui. Tout au long de sa vie. Alors c'était un reportage à voir absolument, enfin moi je trouve, à mon goût, en tout cas ça m'a beaucoup émue. Et je me suis dit finalement que le dicton loin des yeux, loin du cœur ne s'applique pas. Ces deux jolis personnages. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. On passe à ta revue de presse, Manu. Oui, parce que tu sais, moi j'aime bien le sujet, je fais une transition, remarquable. Comme ça. J'aime bien parler des sujets qui fâchent, donc réchauffement climatique, mort, filouterie en tout genre, tu sais, c'est mon truc. Mais pourtant, aujourd'hui, j'ai choisi de me faire l'écho d'une bonne nouvelle. Une annonce parue chez nos confrères du Progrès et qui indique que l'ENJ, l'espace nordique jurassien, qui fédère donc les stations de l'Ain, du Jura et du Doubs, souhaite aujourd'hui prioriser les investissements sur les stations situées à plus de 1000 m
mètres d'altitude, tout simplement parce qu'en dessous, l'enneigement est trop précaire. Ce sont là les propos du président de l'ENJ qui souligne donc que du côté du massif jurassien, on a commencé aussi à penser à la pérennité des installations de montagne pour une pratique dite multisaisonnière. En effet, après une saison d'hiver record, à peu près plus 25% en chiffre d'affaires par rapport aux 4 dernières saisons, l'ENJ, en collaboration avec les montagnes du Jura, souhaite donc mettre le paquet sur les sports nordiques sur le territoire, car si la pratique des raquettes à neige a explosé ces dernières années, au niveau des sports nordiques, ça reste à peu près stable depuis ces 10 dernières années, donc il y a un gros boulot à faire. De toute façon, avec le réchauffement climatique, tout ça, ça se chamboule aussi. Oui, mais il y a encore du ski dans l'Ain, et faut pas l'oublier. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il y a encore des sous pour le ski dans l'Ain. Alors, une bonne nouvelle ou moins bonne nouvelle, ça, je sais pas trop, des trottinettes qui sont bientôt interdites donc sur les trottoirs. Alors oui, moi ça m'a beaucoup fait rire. C'est surtout pour ça que je voulais refaire un petit peu le déroulé historique, parce que rappelle-toi, le 1er juin, il y a quelques jours, 1er juin 2019, le premier opérateur annécien des trottinettes électriques ouvrait ses portes, proposant à peu près 80 engins au grand public. 10 jours plus tard, lors d'une réunion en mairie, les élus évoquaient déjà une petite inquiétude par rapport à l'usage dit ludique de ces trottinettes. Et aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 6 opérateurs qui ont déposé des projets pour inonder la Venise des Alpes de ces 2 roues totalement à la mode. Bref, une véritable tendance sur laquelle la mairie, et notamment Gilles Bernard, maire adjoint en charge de la mobilité, reste très très prudent. Un arrêté municipal est d'ores et déjà en préparation pour recadrer la pratique. Donc à terme, interdiction de rouler sur les trottoirs, interdiction de rouler sur les quais de la vieille ville ou encore sur la promenade du Thiou, mais également limitation à 6 km/h en zone piétonne, dans les parcs et donc sur le papier. Donc ça, c'est en tout cas, il y a encore d'autres interdictions qui devraient arriver. Bref, il y a encore besoin de pas mal de réglages, je pense, pour que tout le monde puisse évoluer en sécurité. Mais à moins de 15 jours après le lancement, ça me fait beaucoup rire qu'il y ait un petit recul en arrière comme ça. Après, on rappelle l'actualité brûlante aussi. Il y a déjà eu un mort, malheureusement, sur des trottinettes. C'était à Paris. Il faudrait tout simplement que tout le monde puisse circuler normalement, qu'il y ait une voie pour tous. Normalement, oui, mais bon, tu vis dans un monde trop beau. On se retrouve tout à l'heure pour le Allez, JT. on dit comme ça, je te laisse finir de te préparer et j'accueille tout de suite notre premier invité, Michael Peralta, s'il vous plaît, qui est avec nous ce soir. Bonjour Michael. Bonjour Manu. Alors, toi, tu es de l'association The French Outdoors. Tout à fait. Qui vise chaque année, on peut le dire maintenant. Oui, maintenant, oui. Ça commence à être récurrent comme rendez-vous. C'est récurrent. Qui vise à rassembler les Instagrammeurs d'un petit peu partout pour une aventure réelle dans la nature, juste avec sac à dos, appareil photo. Elle vous est venue comment cette idée? Eh ben en fait, tout simplement d'une discussion avec un autre copain Instagrammeur. Moi je vis donc dans le sud, côté Perpignan, lui vit au côté basque. Okay. Donc on a décidé un jour de se retrouver à mi-chemin. Et lors de la discussion, on s'est dit, on va être 2, ça va être génial. Ce serait peut-être bien d'être encore plus nombreux pour retrouver 2 Instagrammeurs partout en France. Et dans un groupe de conversation, on a soumis l'idée. Et de là, tout est parti très très vite en fait, parce qu'on s'est retrouvé de 2 à plus d'une quinzaine de volontaires. Okay. Et donc là, on s'est aperçu que on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait comme on voulait, et qu'il y avait des réglementations à suivre. Donc là, on a décidé de créer l'association The French Outdoor, donc avec le compte Instagram également. Et de là est partie la première édition dans les Pyrénées. Il y a eu une deuxième édition, c'était il y a quelques jours à peine, les Instamites, du côté de justement Sixte Fer à Cheval. Oui. Super terrain où les belles photos se font toutes seules, j'ai envie de dire. Oui, voilà, c'était ça. En fait, quand on a relancé l'édition, on s'est dit, on a fait les Pyrénées, c'est bien, maintenant il faudrait peut-être voir autre chose. Les Alpes sont venues tout de suite à nous. Et au fil de mes recherches, c'est moi qui ai recherché les lieux. Donc je suis rentré en contact avec l'Office du tourisme de Sixte Fer à Cheval. On a été accueillis à bras ouverts. Ils ont tout de suite compris notre projet, la démarche qu'on avait. Donc on est des passionnés de photos, de randonnée et de nature en fait. Donc ça, ils l'ont très bien perçu. Et de là, le terrain de jeu de la réserve naturelle Sixte Fer à Cheval a été... voilà. Donc effectivement, les photos se font toutes seules. On voit les posts récurrents des participants. On était 40 cette année. Ça commence à monter? Oui, ça commence à faire, oui. C'est une grosse organisation autour de tout ça. Donc on voit le post des participants sont fabuleux, quoi. D'ailleurs, on a sur le plateau quelques photos de nos participants. Donc ça, c'est les photos qui ont été réalisées dans le cadre de ce séjour il y a quelques jours. Tout à fait. Donc quand on a appris le passage chez vous, je leur ai demandé qu'ils me fassent... Ça, c'est justement... je leur ai demandé donc, de me fournir des photos qu'ils avaient prises justement pour les mettre en avant et montrer leur travail. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment faire découvrir une région et
et le travail de photographe, quoi. J'imagine que sur les 40 inscrits, il y en avait beaucoup plus à la base. Il y a dû avoir une sélection drastique qui a été faite. Comment on choisit justement les profils? Ça, c'est vraiment le plus compliqué. Donc, quand on a lancé les inscriptions, tout est allé très très vite en fait. On s'est pris 3-4 mois à l'avance pour se dire on aura du temps, on va avoir le temps de faire gonfler le chiffre. On n'est pas pressé. Et au final, on s'est aperçu qu'en 2-3 jours, on avait déjà atteint une quarantaine de demandes. Pardon. Donc là, on a dit stop, faut arrêter les inscriptions, sinon ça ne le fera pas. Et de là, on a pris tout simplement les 40 personnes qui sont arrivées en premier. Parce que, tout simplement. On ne veut pas partir sur un choix de compte Instagram, de qualité photo. Non, on est vraiment là pour le partage et la découverte. Donc pour nous, il n'y avait pas d'intérêt de choisir. Ça reste parmi justement les valeurs qui sont vraiment mises en avant. Il y a ce côté vraiment partage IRL, in real life comme on dit. C'est ça. Et respect de la nature. C'est vraiment 2 points qui sont vraiment clés sur cette action. Oui, pour nous, c'est vraiment deux mots forts. C'est le respect de la nature, de l'environnement et le partage. On peut le retrouver sur notre site internet qu'on a créé. Il y a un lien avec tous les participants de chaque édition et un lien avec tous les partenaires, les sponsors qui ont pu nous aider lors des aventures. On veut vraiment que tout soit mis à jour pour que chacun puisse retrouver des éléments s'il en a besoin, quoi. Alors concrètement, comment ça se passe quand vous êtes à l'aventure comme ça? C'est la battle de hashtag à longueur de temps pour savoir qui va alors là, je vous rassure tout de suite. Contenter le mieux ses followers ou... Non, je vous rassure. Ce qui a été génial sur cette édition-là, c'est que pendant 4 jours, elle a duré 4 jours, on a dû avoir, je pense, un quart d'heure de réseau téléphonique. Donc on a tous laissé nos téléphones dans la poche, il n'y en avait plus, et du coup ça a créé des moments de convivialité énormes. Le soir, on a pu faire des feux. Enfin voilà, il y avait. Dans la réserve ? Non, hors réserve. Bien vu, j'ai essayé de te piéger. Non, on est vraiment très vigilants à ça. Non, donc on a pu justement se retrouver tous autour des feux, manger en même temps. Enfin ça a été un point, nous, organisateurs, donc on l'a remarqué et on a trouvé ça plutôt pas mal de justement ne pas avoir de réseau. Après, c'est sûr que maintenant, quand on rentre chez nous, on reprend tout ça un peu à jour. Et c'est vrai qu'à la base, on est aussi passionné d'Instagram, donc on ne l'oublie pas. Qu'est-ce qu'il en ressort au final après cette expérience? Est-ce qu'il y a des retours? Est-ce qu'il y a juste des mises en commun de photos? Ou finalement tout le monde voit ça comme un bon souvenir, une super expérience et puis Alors j'espère que tout le monde voit ça comme un bon souvenir, une bonne expérience déjà. Mais après oui, il y a eu une très belle dynamique autour de cet événement-là. Quelques jours, même pas, peut-être le soir, on rentrait tous et il y a des participants qui ont déjà recréé un compte, une discussion sur Instagram où ils ont rajouté tout le monde. Où depuis on échange énormément nos photos. Donc du coup, non, tout le monde est resté vraiment proche et en contact. Donc ça a été vraiment un beau retour pour nous. Eh ben, tout simplement, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous de m'avoir accueilli. Bon courage pour la suite. Pareil pour vous téléspectateurs, si vous voulez voir les superbes photos, donc c'est du côté de The French Outdoors au pluriel que ça se passe, site internet, compte Instagram dédié. N'hésitez pas, ça vaut le détour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Merci. À bientôt. Bonne continuation. Et puis j'accueille tout de suite notre deuxième invitée ce soir, Catherine Munier. Le grand retour. Bonjour Catherine. Bonsoir. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Mais oui, 2 mois. 2 mois déjà, le temps passe. Alors comme tous les 2 mois, vous venez avec quelques petites trouvailles de la librairie imaginaire. 3 livres que vous nous avez sélectionnés aujourd'hui. Voilà. Alors si vous voulez bien, on va commencer tout de suite... dedans, comme on dit chez nous, avec Ma sœur serial killeuse. Alors voilà, c'est un gros chouchou de la librairie. Comment vous l'avez choisi déjà? Alors d'abord parce que c'était original, et la couverture et le titre. Et puis c'est le livre d'une écrivaine du Nigeria. C'est son premier roman d'ailleurs. C'est son premier roman qui a eu un très gros succès sur le continent africain et qui a maintenant un très gros succès aussi en Europe et même ailleurs, j'imagine. C'est un livre qui commence d'une manière plutôt drôle, parce que c'est un peu un pastiche de roman noir, de roman à l'eau de rose. Il s'agit de l'histoire de 2 sœurs, essentiellement, dans une famille plutôt aisée de Lagos, du Nigeria. Il y a une sœur aînée, Kored, qui est infirmière, qui est une femme très stricte, très droite, très austère. Et puis, il y a une sœur cadette, Ayola, qui, elle, est une vraie bimbo, une super bombe, et qui a la fâcheuse manie de poignarder ses amants.
En effet, c'est pas la meilleure manie du monde. Non, oui, c'est pas un très bon. Et surtout, elle appelle toujours à la rescousse sa grande sœur, qui étant infirmière, sait très bien nettoyer les traces de sang et les traces de crime. Et puis cette grande sœur qui est très austère est pleine d'indulgence pour cette petite sœur. Et on se demande un petit peu pourquoi. Elle va même être tellement indulgente qu'elle ne va rien dire quand sa petite sœur va draguer le chirurgien dont elle est secrètement amoureuse depuis toujours. Histoire de cœur, histoire de famille. Oui, oui, oui. Et là, et puis, alors ce roman qui est très drôle et puis en même temps noir, va tout d'un coup bifurquer vers des explications. Et là, on va découvrir en fait un sacré plaidoyer pour la condition féminine en Afrique. C'est un roman passionnant qui allie tous les bienfaits d'un livre. En voilà un beau message. C'est paru fin 2018, donc c'est assez récent. Oui, oui. En France, il a été édité en début d'année. D'accord. Et c'est un roman que moi je conseille. Et que je vais conseiller pour l'été, parce que c'est un sacré dépaysement. Et on le trouve aux éditions Delcourt. Delcourt, qui était habituellement des éditions spécialisées en bande dessinée et qui, depuis 2 ans, publie des romans, et des très beaux romans. Et on les félicite au vu de cette trouvaille. Exactement. Deuxième livre, si vous le voulez bien, Catherine, avec L'amour est aveugle. Alors, L'amour est aveugle. Là aussi, si je ne dis pas de bêtises, c'est un premier roman? Non, pas du tout. Non, William Boyd, c'est un très grand écrivain anglais qui a eu énormément de succès avec ses premiers romans. Si vous vous souvenez bien, mais ça c'est vraiment pour les beaucoup plus âgés, Bernard Pivot en avait fait une super promotion. Alors, je suis vraiment là. En disant à propos d'un de ses romans, alors il me semble pas que c'était pour Un Anglais sous les tropiques, ça devait être Comme neige au soleil, où il disait qu'il était prêt à rembourser le premier lecteur qui avait acheté ce livre et qui lui disait qu'il n'aimait pas ce livre. Donc il était sûr de son coup, parce que c'est un superbe écrivain anglais qui manie le romanesque, l'humour. Et là, on est dans un véritable roman romantique, avec un personnage principal, Brodie, qui est un très bel homme, un grand homme au teint hâlé, un Écossais, qui, pour fuir son père pasteur-prêcheur totalement hystérique, va trouver du travail à Édimbourg chez un vendeur de piano. Brodie, lui, a une immense qualité que je lui envie, il a l'oreille absolue. Et ça va lui permettre de briller dans le métier d'accordeur de piano, à tel point qu'il va être envoyé par son patron à Paris, dans une succursale, etc., et qui va lui permettre de rencontrer un pianiste irlandais, qu'on appelle le Liszt irlandais, et dont il va devenir l'accordeur privé, si vous voulez. Ce pianiste a malheureusement une très belle maîtresse dont Brodie va tomber fou amoureux. Mais c'est toujours comme ça, c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Vous nous faites une sélection très, très branchée. C'est des romans. J'ai pensé à l'été, je me suis dit, il faut des histoires un peu romantiques, mais en même temps, il faut quand même pour moi... Un peu de légèreté. Voilà, avec légèreté, l'humour anglais, mais de la matière aussi. Parce que alors William Boyd, lui, a vraiment le don du romanesque. Il va nous amener à Saint-Pétersbourg, on va voyager partout, en Italie, en Allemagne, à Nice aussi, parce que notre héros, tout bel homme qu'il est, grand et fort, va être malade, il va avoir la tuberculose, donc il va être soigné. On va pas tout spoiler. Voilà. Non. Ça, c'est paru récemment également? C'est paru, voilà, au printemps. Et puis c'est le roman idéal, le roman d'été pour partir très loin. À mettre dans sa valise. Dans une histoire romanesque et rocambolesque. Et on le trouve à l'édition Seuil. Au Seuil. Exactement. Tout simplement. Et une petite troisième trouvaille avec L'âme du violon. Alors celle-là, je sais de source sûre que c'est un premier roman, tout à fait, de Marie Charvet. Dites-moi plus sur des histoires croisées. Alors c'est des histoires croisées. En fait, on va suivre l'histoire d'un violon du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Et pour ça, on va croiser des personnes qui ont été importantes pour ce violon. En premier, évidemment, Giuseppe, qui est le luthier qui a fabriqué ce violon. L'âme du violon, vous savez, c'est la petite pièce de bois qu'on met dans le violon et qui va déterminer sa sonorité, qui va en faire sa valeur, en fait. Et on va suivre vraiment l'âme du violon et l'âme des personnages. À travers les siècles. Voilà, donc à travers les siècles, puisqu'on a le luthier du XVIIe siècle qui a fabriqué ce violon, qui a un personnage mais hyper attachant et puis qui va nous renseigner. On va tout savoir. C'est tellement, tellement passionnant. Et puis après, on sera avec un tzigane Laszlo, si je me souviens bien, qui est un petit peu hors de sa tribu parce qu'il n'a pas du tout le don du négoce, on pourrait dire, comme tous ses compatriotes
vivent de marchandage, de marché. Et lui, il est vraiment à part. Tout ce qu'il sait faire, c'est de la musique. Et son rêve, c'est de partir en Amérique, jouer de la musique avec les grands musiciens de jazz. Et ça jusqu'au PDG. Et après, on va être avec une jeune artiste peintre qui a hérité de ce violon et dont la vente de ce violon lui permettrait de décoller un peu dans sa carrière, mais elle est toute timide, toute. Et puis un PDG qui va tomber fou amoureux et de la musique classique et d'une violoniste à qui il aimerait offrir ce violon. Portrait croisé, du coup, On après, qui est autour d'un même objet, justement, ce fameux violon. C'est l'âme du violon. C'est donc 4 histoires avec un seul point commun, on le disait. C'est paru chez Grasset. C'est paru chez Grasset de Marie Charvet. Eh ben, merci beaucoup, Catherine, Merci. pour toutes ces trouvailles. Merci en espérant à que ça vous. en ait inspiré plus d'un. Eh ben, bonne lecture d'été et puis à bientôt. À bientôt, de toute façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et puis tout de suite, pour cette dernière partie d'émission, j'accueille, last but not least, Monsieur DJ Ralph et Seb Courage qui sont avec nous. Messieurs, bonjour. Allô. Les applaudissements. Non, c'est pas prévu par le scénario. Il a trop l'habitude, c'est pour ça. Comment allez-vous, messieurs? Bah, magnifique. Ouais, on est bien là. Une belle journée comme ça, super. Ça se on est passe bien. On veut le soleil et tout, là, On vient à Annecy, ça, on est content. ça commence, hein. Moi ça fait une demi-heure que j'y suis, j'ai bientôt les coups de soleil. L'actualité est chargée pour vous puisque forcément on le disait, la saison des festivals ça commence et pour vous deux ça s'annonce chargé cet été avec notamment un Legend of House. Oui, nouveau concept qu'on est en train de monter avec une super équipe. Le but, c'est de remettre sur le devant de la scène des grands artistes de la French Touch qu'on fait rêver un peu tout le monde il y a une vingtaine d'années. Des artistes super connus comme Superfunk, Superman Lovers, Damon, Benjamin Diamond, qui ont toujours de l'actualité, mais qu'on voit un petit peu moins à travers des médias. Et le but, c'est de les remettre sur le devant de la scène en les faisant jouer dans des clubs, dans des festivals, grâce à ce concept Legend of House. Et on va commencer, pour se mettre en piste, pour se chauffer, au Tribeca tous les mois. Le Tribeca à Annecy, donc restaurant, bar festif super sympa du côté de Pringy, nous accueille tous les mois pour une résidence où on recevra donc tous ces artistes-là. Et ça va commencer dès ce samedi soir avec Jack de Marseille, qui est vraiment une des légendes de la house française, accompagné par Miloche, qui est une des légendes de la house aussi. On aura des jeunes artistes comme Templar et moi-même. Et tous les mois, on aura ça. Il y aura le mois d'après, il y aura Superfunk, puis David Bandetta, et puis plein d'autres artistes. Et puis c'est pour ça qu'on est venus ensemble, puisque toute la billetterie peut se faire en ligne sur le site de Lily-Pass, dont on parlera juste après. Ah bah justement, on va y revenir à Lily-Pass dans quelques instants. Juste une petite précision, ça va continuer tout au long de l'été ou il y a quand même une date Il y aura un week-end off pendant le mois d'août, on va dire, et ça reprendra à partir de septembre. Et surtout, ce concept Legend of House, on va le retrouver un petit peu partout en Europe, sur des festivals avec des line-up entiers, avec tous ces artistes-là réunis, comme le 31 octobre, on sera au K à Reims. Et puis on est en train de développer avec Coco et Jérémy le concept pour que les clubs le reçoivent avec un artiste, 2 artistes, 3 artistes. C'est vraiment un panel d'artistes qui ont marqué leur temps et le but, le producteur, l'organisateur du spectacle ou le club va dire bah tiens, je veux un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et faire sa popote finalement, et chacun le sien. Et puis l'intérêt, c'est surtout de faire découvrir ces artistes à une jeune génération qui les a pas spécialement connus mais qui connaît les titres, et aussi une génération un peu moins jeune qui va se retrouver sur ce genre d'événement. Là, samedi soir, c'est vraiment au Tribeca l'exemple. En plus, on vient manger, on fait un petit gueuleton entre copains, un buffet. Non, ça peut être vraiment le genre de concept qui plaît aux gens. On l'a vu avec des revivals. Le revival, de toute façon, marche très très fort. Là, on fait du revival un peu plus branché. Alors justement, je sais que vous avez toutes les infos, grâce notamment à Lily-Pass, c'est déjà complet. Il reste quelques entrées. Il reste des places, d'ailleurs, on va le faire comme ça entre nous, on va même en faire gagner une dizaine de places. C'est pas compliqué, les gens ils vont sur le Facebook, du Tribeca, ils mettent concours 8 Mont Blanc, leur nom, prénom, et puis les 10 premiers qui iront sur le site du Tribeca, simplement ils gagneront, ils seront sur la liste des invités. Tout simplement, le message est passé, c'est à vous téléspectateurs, n'hésitez pas, c'est maintenant que ça se passe. Et justement, on le disait, Lily-Pass, c'est une solution vraiment innovante, même si ça fait 1 ou 2 ans que c'est dans les clous. C'est pour les organisateurs d'événements gratuits ou payants, pour leur permettre de gérer la billetterie, les réservations, et ça en quelques clics. Comment ça vous est venu cette idée ? Alors déjà, je suis organisateur, j'ai déjà plus de 3000 événements à mon actif, donc c'est clair que ça me donne un petit peu l'expérience pour savoir quels outils on a besoin. Donc c'est vrai que Lily-Pass a été développé pas que pour faire de la billetterie, on a un plan à 5 ans de développement avec d'autres features qui vont venir. Pour l'instant, c'est clair qu'on est focus sur la billetterie et puis en 2 ans, on a déjà bien étoffé l'offre du produit.
On a aussi, maintenant on est mondial puisqu'on a à peu près 7 pays qui utilisent Lilipass avec plus de 1000 clients, donc on est super content. Et là, on va lancer les États-Unis avec un partenariat avec une énorme entreprise américaine qui travaille avec plus de 100 000 artistes. Donc, on est en train de préparer le lancement aux États-Unis, beaucoup de boulot. Et puis c'est vrai que sur la région ici, on a beaucoup de clients, des petits festivals, des établissements qui donnent des cours par exemple. Il n'y a pas que de l'événementiel, hein. Il y a pas mal de clients qui sont aussi réguliers. Donc ça peut servir billetterie, réservation. On a tout un panel de clients différents, donc c'est assez intéressant. Il faut dire qu'au-delà de juste côté réservation, billetterie, il y a tout un maillage finalement d'offres qui est lié avec notamment Lily World, Lily Check, etc. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors c'est vrai que le monde Lilipass, c'est-à-dire que c'est pour l'instant de la billetterie, de la gestion de guest list, de la gestion d'invitation, de la gestion des partenaires aussi. Donc on a une offre qui permet de tout ce qui est access dans l'établissement ou dans le festival ou dans le club. C'est assez large, hein, bien sûr qu'on ne pouvait pas faire que des billets. Donc on a une solution qui est vraiment complète et qui permet, nous on l'utilise au Village du Soir, puisque je suis aussi le responsable du Village du Soir, donc c'est aussi un excellent laboratoire. J'imagine. Du coup, c'est vrai qu'on doit gérer les partenaires, les sponsors, les guest lists, les invités. Et il faut que ça joue dans les décomptes, il faut que ça soit un produit carré. Donc voilà, aujourd'hui on offre ça. Et bientôt, on va venir avec un système cashless, on va venir avec 2-3 petites innovations, puisqu'on essaye d'être toujours un petit peu en avance. Donc, et je lisais un système anti-black market. Voilà, alors en fait, ça paraît fou, parce qu'on ne peut pas aller contre toujours les revendeurs. Là, concrètement, on peut. Alors, c'est vrai que très peu de clients l'utilisent parce qu'il y a un événement sur 10 000 qui est victime de marché noir. La plupart des événements essayent de remplir. Donc, on a une solution de billetterie dynamique qui permet, pour la plupart des événements, de faire grimper le prix, c'est-à-dire d'offrir des prix plus abordables au début du cycle de vente pour remplir l'événement plus vite. Et puis les événements qui sont vraiment en forte demande, là on arrive à faire une vente aux enchères inversée, c'est-à-dire qu'on met le prix très cher et on le fait descendre, et ce qui empêche finalement un achat par des machines de billets pour être vendu ensuite. Ralph, je me tourne vers toi. Il y a vraiment eu un avant-après, toi. Je sais que tu as des billes. Moi, en tant que DJ producteur, souvent je me retrouve dans des événements où ce sont des clubs soit qui font leur propre billetterie. Donc c'est très aléatoire. Mais c'est vrai que ce système anti-black market, il est hyper révolutionnaire, en particulier pour ces gros événements. Mais ce qui est intéressant aussi pour Lilipass, donc on parle des professionnels, mais c'est réservé aussi à tout le monde. Je veux dire que les particuliers organisent une manifestation, un événement caritatif, sportif ou quoi que ce soit, en quelques minutes, ils ont affaire, ils se connectent sur l'application, ils créent leur propre billetterie. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très, très, très bien. Tu as des possibilités d'évolution dans l'avenir, ou là, on arrive petit à petit à... Non, alors en fait, je pense qu'il n'y a jamais rien qui est fini, hein. On est toujours dans l'évolution, dans le développement, on est toujours en... Alors, on a des idées qui étaient là il y a 5 ans et qu'on va attendre avant les 5 ans qui étaient prévus, parce qu'on progresse vite et on a pu engager pas mal de développeurs, donc on va plus vite que prévu. Mais il y a toujours d'autres idées qui viennent se greffer par-ci, par-là. Et après, c'est un choix de savoir quels sont vraiment les outils dont les gens ont besoin le plus rapidement. Et puis, c'est une sélection de ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on est satisfait, on va dire, avec l'offre qu'on propose. On est aussi satisfait avec la fiabilité, le service après-vente. On a d'excellents retours de nos clients, ce qui est pour nous essentiel pour pouvoir élargir plus notre cercle de clients. Il faut que ceux qui soient là déjà soient satisfaits, qu'on n'ait quasiment pas de service après-vente à faire, ce qui veut dire que les gens sont satisfaits et tout se passe bien. Et on est optimiste là, pour ce qui vient. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Voilà. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé. Je vous rappelle demain soir, parce qu'il faut savoir que TV8 Mont-Blanc est partenaire de la tournée Légende of House avec nos amis de Radio FG. Et je dis à tous les spectateurs que l'équipe de 8 Mont-Blanc sera demain soir au Tribeca. Si vous voulez les rencontrer en vrai, ils sont là. Vous allez voir, ils font des autographes. Vous allez pouvoir les toucher. Ils pourront même vous payer un verre. Je vous invite demain soir au Tribeca. Okay. Ça va être très sympa. Bon, toi, t'as pas vu ma bulletin de paye. Hein.
Messieurs, merci beaucoup. Bonne continuation, bon courage Merci. pour la Merci saison beaucoup. qui s'annonce. Merci. Et puis on se retrouve vite de toute Allez, façon. on s'en va. Allez, à bientôt messieurs. Au revoir. Puis juste le temps pour moi de rappeler Clémence pour le rappel des titres du JT qui sera développé d'ici quelques minutes à peine. Et on va commencer avec le conseil départemental des jeunes. Oui, c'est le dernier mandat pour 34 jeunes de 4e et Inès Guillemot les a suivis pour leur dernière séance plénière. Et puis d'autres jeunes, un petit peu moins, mais qui sont du côté un petit peu moins, mais un petit peu plus âgés. Voilà, qui sont du côté du château de Menton. Exactement, ce sont des lycéens du centre de formation des métiers de la montagne de Thônes qui sont venus planter des arbres fruitiers sur les pentes du château de Menton-Saint-Bernard. On voit ça tout de suite, c'est dans le JT, c'est juste après une page de pub. À tout de suite.